La suite du colloque pour un nouveau panel avec en premier Arthur de Matos-Alves, qui est derrière moi, Très bien. professeur agrégé à l'Université de TU. Il est titulaire d'un doctorat en communication, système et technologie de la Nouvelle Université de Lisbonne 2010. Ce doctorat inclut la philosophie et l'éthique des sciences et des Technologie. Merci. Des technologies, des études sociales de la technologie, ainsi que des études en communication. Ces recherches les plus récentes portent sur les enjeux sociaux et politiques des secteurs numériques, notamment l'industrie vidéoludique et les plateformes socio-numériques. Nous t'écoutons. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. En fait, je suis vraiment très content d'être ici et surtout de pouvoir intervenir après la table ronde précédente. En fait, cette présentation porte sur le mouvement de syndicalisation de l'industrie vidéoludique ici et en France. Et on va focaliser notre intervention sur les souffrances dans une perspective de la psychodynamique du travail, un peu les souffrances des travailleurs de secteur et ce que les syndicats font pour faire face à ces souffrances. On va voir que le mot souffrance ici a un sens particulier, donc je vais un peu essayer de présenter ça comme ça. J'ai énormément de matériel, mais donc je vais essayer juste d'abréger certains éléments dont on a déjà discuté. Il faut juste dire que cette recherche est un peu, émergée après ces processus, ces déclenchements de processus, de la multiplication des processus de syndicalisation des travailleurs un peu partout, notamment après l'émergence de Game Workers Unite. Donc, on voit, je vais commencer par les conclusions, on voit qu'il y a énormément de contributions qui ont déjà été données par les mouvements pro-syndicalisation dans le secteur des jeux vidéo. Donc, il faut vraiment souligner ces contributions, notamment la création d'une contre-hégémonie opposée à celle de l'hégémonie libérale dans l'industrie des jeux vidéo, la défense des droits de travailleurs devant les institutions judiciaires, c'est très important aussi, le fait que les syndicats, on discutait de l'STJV, que les syndicats comme l'STJV sont prêts à prêter ses ressources aux travailleurs pour se défendre dans le cours de travail, dans le tribunal de travail. Aussi, la politisation des phénomènes d'harcèlement sexuel, de harcèlement moral. On a vu ça ces dernières années, on l'entend tout le temps. Donc, on sait que ces mouvements participent à cette politisation. On a bien sûr cette lutte contre les conditions de travail problématiques. Juste l'existence même d'un mouvement pro-syndicalisation contribue déjà pas à des changements, mais au moins à une certaine parcimonie dans l'action anti-syndicale. Le développement de réseaux de solidarité nationaux et internationaux, ça c'est vraiment réel et dans nos entrevues, c'est quelque chose qui ressort vraiment comme essentiel dans ce nouveau mouvement. Il y a des éléments communs un peu partout, des éléments comment à l'industrie qu'il faut quand même comprendre et des choses qu'il faut mettre en place en commun. Après, il y a aussi des enquêtes qui se mettent en place, notamment, là encore, les STJV participent et collaborent avec la presse, avec des sociologues, avec des gens qui travaillent sur le secteur. Ils font aussi des formations. On voit ici que les travailleurs qui participent à ces mouvements de solidarité sont aussi très actifs dans leur propre formation. Bon. Voilà. OK, juste très vite sur cette recherche, pour donner un peu la structure de la présentation. Je ne vais pas discuter du contexte, on a déjà assez discuté du contexte, de ce contexte difficile pour les travailleurs. Je vais discuter un peu de c'est quoi la souffrance au travail, comment est-ce que dans la littérature sur la psychodynamique du travail, on voit la mise en commun des souffrances des travailleurs. Je vais discuter un peu de plusieurs moments où la souffrance présente sous des formes différentes. Des souffrances pendant la formation, pendant la phase universitaire, etc., de formation au travail. La période vraiment d'entrée dans le marché du travail, dont on fait face à des conditions pathogènes et pathologiques. On voit que dans ce concept de souffrance, les conditions pathogènes ne sont pas nécessairement entièrement négatives. C'est là qu'on arrive aux pathogènes et
pathologique, pardon, que ça peut prendre une dimension vraiment massive. Et on va parler de la formation je vais parler un peu de la formation du syndicat et des luttes syndicales. Bien sûr, c'est trop pour 20 minutes. J'ai déjà passé genre 10 minutes, je crois. Donc, je vais essayer de raccourcir un peu les propos en vous montrant en fait quelques citations de nos entrevues à des travailleurs du secteur, des gens qui sont, par exemple, qui sont très actifs dans la mobilisation des travailleurs ici en France, des gens qui ont participé à la formation de syndicats, les gens qui ont participé à des grèves, des gens qui ont aussi participé qui sont très actifs dans les coopératives du travail. Je n'ai pas fait ça tout seul, en fait. Cette recherche exploratoire a été développée avec un collègue et ami, Julien Oref, qui n'est pas ici. On a commencé l'année passée, on a fait des entrevues, une analyse de presse. Nos entrevues ont la particularité d'être des très, très longues entrevues. On a des centaines de pages de transcription. On aime entendre les gens avec qui on travaille. On essaye de développer des vrais liens, des vrais liens, voilà. Et c'est pas parce qu'on est très gentil, on tient vraiment à tout le monde qu'on rencontre, c'est parce que ce qu'on voit, c'est de la passion, c'est d'une volonté de faire changer les choses, de changer le monde, et on veut garder ça comme, OK, c'est quelque chose qu'on valorise vraiment, et on veut faire partie de ça, on veut accompagner ce processus, pas vraiment dès le début, mais on veut continuer à accompagner le processus. C'est une recherche en cours. Voilà, on est toujours à la recherche de nouveaux horizons pour notre recherche. Bon, je vais juste passer cette citation dans de nos entrevues en France, un développeur, un syndiqué en France qui nous dit, voilà, on est dans une industrie qui est née dans un néolibéralisme extrême et qui est caractérisée par un individualisme externe aussi. Donc, pour changer les choses, il faut penser un peu à inverser cette tendance de se croire que tout se joue dans la créativité, dans la puissance, dans le mérite de l'individu. Donc ça, de mettre en commun des efforts pour changer l'industrie au complet passe un peu par cette idée il y a bien sûr une compétition, il y a certes une compétition à l'échelle mondiale entre les studios, etc. On voit que c'est pas facile de percer quand tu as des centaines de milliers de jeux sur Steam. Donc on comprend tout ça, mais en même temps, on veut mettre en place quelque chose de différent et de mettre en place une structure qui permet aux travailleurs et travailleuses d'avoir du pouvoir ici. Sans les travailleurs, il n'y a plus de jeu. Ça, c'est le vrai pouvoir vient du fait que dans une grève, il n'y a rien qui se produit. Et il ne faut pas ignorer ce pouvoir. C'est vraiment ce qui permet aux syndicats d'opposer un vrai pouvoir au patron, à l'ensemble de l'industrie. J'ai des pages et des pages de notes sur tout ça, donc je vais juste passer. On pourrait discuter après dans la période questions. Je voulais discuter un peu aussi sur cette question, ce concept de souffrance. Le concept de souffrance a été introduit. Je ne suis pas du tout un spécialiste en psychodynamique du travail, ni même pas de loin. Donc, le concept de souffrance au travail, tel que nous le présentons ici, a été présenté par Emmanuel Renaud et influencé par Christophe Dejour. Notre idée ici, c'est juste de distinguer ce qui est la souffrance normale. On se heurte à des difficultés de travail, voilà, il y a un truc qui ne marche pas, il y a des processus qui ne sont pas au point, le post-mortem d'enjeu démontre qu'il y a toujours des difficultés, des petites difficultés, des plus grosses difficultés, qui en tout cas font partie du travail. Ce n'est pas ça qui va nous rendre nécessairement malheureux, c'est plutôt le contraire. La solution des problèmes, des fois, peut conduire justement à la satisfaction, la satisfaction de quelque chose en nous, ces besoins de nous, le besoin du moi, le besoin d'un épanouissement, de notre passion, par exemple. Et on va parler un peu de métier passion. Donc, voilà, la souffrance peut susciter au mouvement de solidarité. Et c'est ça vraiment qui ressort de nos discussions avec les travailleurs et travailleuses. C'est dans le moment où on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas,
mais qui ne vont pas parce que, par exemple, il y a un patron qui est absolument insupportable, ou qui ne sait pas gérer une entreprise, ou qui nous cache, par exemple, là, ce qui ne va pas dans l'entreprise, de côté financier, etc. C'est là, en ce moment, qu'on commence à se questionner sur ce qu'on fait ici, comment on peut répondre à nos besoins. Donc ici, en ce moment, en fait, on peut plus efficacement bâtir des solidarités et de mettre en commun les souffrances, en lieu d'individualiser les souffrances et dire toujours « Ah, tu vas pas bien, tu vas aller faire un peu de yoga, ça va aller ». On va plutôt chercher le contraire, chercher de mettre ça en commun, d'être un peu en colère contre les conditions de travail, même si les conditions de travail ne sont pas… Tout le monde n'est pas testeur de jeux vidéo. Je veux aussi peut-être partager un peu un truc un peu personnel, mais bon, ça va. Je pense que ça ne va pas vous surprendre, je ne suis pas québécois d'origine. Donc, je suis arrivé en 2014. Le premier boulot que j'ai eu, c'était justement dans une boîte testeur de jeux vidéo. J'ai travaillé pendant 2 mois. Et disons que ça fait très longtemps, heureusement, mais voilà, heureusement, je n'étais pas là longtemps, mais ça me donne quand même un peu, ça me fait ressentir pas mal de choses là quand je pense à cette période et à ce que j'ai vu dans les pratiques du travail, dans la gestion des travailleurs, la précarité, l'instabilité, le fait de recevoir le petit courriel à la fin de la journée disant ah, voilà, demain tu vas travailler dans le projet X, le lendemain tu travailles dans le projet Y. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont assez différentes, qui sont très différentes en fonction du positionnement concret des individus, même dans l'industrie des jeux vidéo. Donc on a déjà discuté de la hiérarchisation, des différentes mesures de l'injustice en fonction du poste qu'on occupe dans l'industrie du jeu vidéo. Ça commence les écoles. Je n'ai pas vu ça circuler ici au Québec, mais en France, on a fait des enquêtes sur les écoles de jeux vidéo. Ce sont des écoles privées, ça coûte cher. Les formations universitaires apparemment ne suffisent pas à se trouver un boulot dans l'industrie. Le fait que ce soit privé et que ça coûte cher, ça veut dire aussi que les gens rentrent dans ce premier boulot déjà endettés. Donc, désolé, c'est pas garanti qu'on a une position sociale hyper privilégiée quand on rentre, quand on trouve le premier boulot dans l'industrie de jeux vidéo, en France surtout. Okay, donc, il faut peut-être écarter cette image de voilà, on est déjà assez aisé, donc on devrait être hyper fier, hyper content de peu importe ce qu'on donne. Le travail sur les conditions des écoles de jeux vidéo a été publié par Libération et par Gamecult. Et sur le site web de l'STJV en France, vous trouverez aussi des éléments qui portent sur leur collaboration justement avec la presse pour discuter de ce qui se passe dans les écoles. Qu'est-ce que l'STJV fait pour essayer de rencontrer les étudiants, rencontrer les stagiaires qui sortent de ces écoles? Bon, ils essayent d'occuper le terrain. Ils essayent voilà ce qui se passe, les conditions que vous rencontrez ici, tu vois, l'intensité de travail pour les échéances, du travail, les compétitions, etc., les crunch, l'apprentissage de crunch, l'harcèlement sexuel, tout ça, c'est, tu vois, typique de l'industrie. Donc, en fait, c'est comme si on donnait un peu un entraînement à la souffrance. On apprenait la souffrance aux gens. C'est normal, c'est ça l'industrie. Tu ne souffres pas plus que les autres, c'est juste normal. Et donc, en fait, il faut y mettre davantage de la sueur et du sang si tu veux être en compétition avec tout le monde qui va avoir ce magnifique métier, etc. Donc, c'est vraiment ça que les STJV essaye de mettre en place. Et quand on voit dans ce discours, on voit qu'il se positionne du point de vue discursif contre certains mythes de l'industrie, notamment ces mythes de métier passion et aussi le mythe de cette normalisation, disons, de la souffrance, cette normalisation d'un style un peu full metal jacket, sergent de l'entraînement par la violence symbolique et des fois même physique. Donc, les STJV essayent on peut au style vieux jeu, style de vieux syndicat, d'occuper le terrain et d'être dans les endroits, d'occuper le terrain où les gens sont, notamment les étudiants,
les stagiaires. Ce n'est pas garanti par un syndicat. Ça aussi, j'ai l'expérience personnelle. Mais bon, dans ce cas, c'est déjà un effort qui nous met, qui est assez intéressant et qui, sur lequel il vaudrait vraiment discuter, la peine de discuter. OK. Donc, quand on arrive au milieu de travail, là, la chose change un peu dans le fait que, par exemple, on va faire face à des patrons de l'organisation de travail et des options de monétisation des jeux, etc., qui ne sont peut-être pas celles que les gens qui veulent travailler dans le jeu vidéo préfèrent d'accepter. Donc, par exemple, là, quand on parle, soit ici, soit en France, on parle beaucoup des options qui touchent le loot box et la monétisation de jeux par les biais des nouvelles technologies, des Web 3.0, etc. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, là, la plupart des travailleurs avec qui on travaille aiment les jeux vidéo. C'est vraiment leur passion. Ils ont été des gamers toute leur vie, ils aiment ça, ils veulent continuer à travailler ça, mais par contre, quand on voit qu'ils ont fait des choses qui vont à l'encontre de ce que les joueurs veulent, à l'encontre de ce que les joueurs acceptent, c'est là qu'on se dit, bah voilà, il y a un écart énorme par rapport aux options esthétiques du jeu, aux valeurs qu'on partage, que nous ne partageons pas avec ceux qui ont vraiment le pouvoir de prendre la décision. Et en fait, cette distance, cette manque de pouvoir créatif est aussi essentiel dans le discours de ce nouveau mouvement pro-syndicalisation. On veut avoir plus de pouvoir créatif, on veut être des interlocuteurs, des patrons, on veut vraiment participer à la création de jeux vidéo et pas seulement on ne veut pas juste être des petits cogs dans la machine, quoi. On veut juste on veut avoir le sentiment d'être reconnu dans nos compétences et on veut s'épanouir dans la création de jeux vidéo qui ont du sens pour nous, qui sont beaux. Il y a un élément esthétique là aussi. La théorie des 2 jours introduit cet élément esthétique dans le sentiment de reconnaissance. Donc, on veut être reconnu par nos contributions aux jeux vidéo, pas juste au bottom line de cette entreprise. Donc, un gros obstacle à la mobilisation est ce discours dont on a déjà discuté, le discours de la famille, de métier passion. Donc, l'STJV essaie vraiment je ne dirais pas d'annihiler, mais au moins d'écarter cette idée de métier passion depuis le début. Même à les écoles. C'est pas vraiment métier, c'est pas juste métier passion, il faut que tu sois payé et que tu as de bonnes conditions de travail. Voilà, si on veut aller au paroxysme de positionnement, les patrons sont vivables, je cite. Et là, on ne parle pas juste d'une opposition jurassique entre les travailleurs et les patrons. On parle de quelqu'un qui a une expérience très pointue pendant des grèves, notamment la grève Eugène Systems en France. Donc, on sait que la personne qui a dit cette phrase, il a vraiment vécu une situation où les patrons, où il y avait des représailles assez fortes, on avait des représailles très réelles de mise à pied des gens qui étaient plus actifs dans le mouvement syndical. Bien sûr, on est toujours c'est toujours un peu plausible deniability. On peut dire non, c'est pas à cause de ta participation syndicale, mais voilà, quand même, on se méfie. Et dans ce cas, c'était très réel et ça a produit des conséquences très, très, très concrètes du point de vue de bien-être mental. Quelqu'un qui est dans une position complètement différente, il va dire bon, voilà, dans ce moment, on se bat pour que les jeux soient créés dans des conditions décentes, parce que là, plus tard ou plus tôt, tout le monde va se rendre compte et va vouloir que les jeux soient produits dans des conditions de travail décentes. Là, lui ou elle, c'est membre d'une coop, donc il y a une position très claire sur l'esthétique, les conditions de production des jeux, le type de jeu qu'on va produire, le type d'approche qu'on va avoir. Et donc, de par ce fait, ils développent un discours qui se démarque à la fois d'une entreprise purement commerciale classique. C'est pas vrai que les coop n'aillent pas à des buts entièrement commerciaux, mais il se démarque aussi un peu de discours syndical en disant que là, on peut garantir que les jeux soient produits dans des conditions décentes en créant des coopératives. Ça devrait suffire
dans un monde idéal, ça devrait suffire pour s'assurer que tout va bien aller de ce côté. OK, je n'ai qu'en minute, c'est parfait. Donc, je pense qu'on a déjà passé un peu à travers cette question de pourquoi les syndicats s'y forment, qu'est-ce qu'ils essaient de reconstruire en termes d'expérience, de syndicalisation, etc. On voit dans le discours des activistes, disons, on voit cette volonté de reconstruire ce qu'a été l'expérience du syndicalisme, mais aussi de y mettre quelque chose de différent. Il souligne aussi le besoin le besoin mutuel des coops et des syndicats. Les coops et les syndicats ont des choses en commun. C'est une bonne opportunité, c'est une bonne occasion de mettre en commun des éléments de résistance, de pratique de résistance à ce qui se passe dans l'industrie. Ils voient aussi l'opportunité de collaborer avec la presse, comme on a vu pour le cas de la STJV, pour en fait, sensibiliser les gens à ce qui se passe dans les jeux vidéo. On pourrait en parenthèse dire que ça ne marche pas à 100% avec les joueurs, qui des fois contribuent à la pression accrue sur les travailleurs dans les jeux vidéo, et donc c'est comme un risque qui reste. Et donc on voit très souvent dans les commentaires à certaines nouvelles, ou les commentaires sur Reddit par exemple, sur le syndicat, sur les jeux Wholesome, etc. Donc, c'est pas sûr que les joueurs soient toujours des alliés dans cette lutte. Ça, c'est une hypothèse. La formation de syndicats entraîne aussi cette souffrance. Il faut mettre en place des mécanismes de support des travailleurs. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui travaillent dans le syndicat même pour mettre en place ces mécanismes et pour continuer à protéger les travailleurs, pour actuer un peu comme le bouclier des travailleurs, comme quelques-uns de nos entrevues en parlaient. Ça, c'est une source de souffrance aussi. Il faut y mettre du temps, il faut discuter avec les gens, il faut se mobiliser, il faut être disponible. Il faut des fois, pour s'organiser, il faut faire face à des résistances, même au sein des entreprises. Donc, il y a une espèce d'échelle, je ne sais pas, c'est pas toujours une souffrance hyper négative, mais il y a des éléments pathologiques dans le rapport interindividuel, interpersonnel, pour des gens qui essaient de s'organiser et de combattre en fait cette vision individualiste, méritocratique de cette industrie. Tout le monde a des problèmes à gérer de son côté. Donc ça, il y a comme une espèce d'accumulation de défis animiques, des défis affectifs qui font en sorte que ça ressort vraiment dans les entrevues. Les gens disent « OK, oui, on ressent les difficultés. C'est pas qu'on regrette de se placer dans cette position, mais on voit très bien comment ça peut nuire à notre bien-être mental parce qu'on se heurte toujours, c'est un prix fort à travailler, c'est un prix fort de faire de la grève, il y a un prix fort à payer pour, par exemple, pour les procès en cours. Il faut faire face à des collègues qui peuvent être placés en témoignage contre vous. Il faut aussi faire face au plaidoyer des avocats qui essayent de trouver le minimum, toutes les preuves qui démontrent les arguments. Donc, tout ce processus entraîne des énormes défis animiques et entraîne des souffrances qui peuvent être pathologiques justement quand elles atteignent en sommet, en intensité voilà, on travaille, mais on ne voit pas vraiment les fruits de notre travail. On est bloqué soit par l'organisation interne de l'entreprise, soit par le fait qu'on fait face à un système judiciaire qui n'est pas du tout, qui n'est pas vite, hein. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend énormément de ressources. Comme on a discuté aussi, on voit qu'il n'y a pas énormément de ressources. Des avocats qui se mettent qui soient disponibles pour aider les travailleurs à sortir de ces problèmes. Donc voilà, c'est très télégraphique comme présentation. Et j'ai un peu l'impression que, bon, j'ai parlé, mais voilà. Je vais juste terminer avec deux notes. J'en ai 5, mais je vais quand même vous épargner. En plus, c'est juste de souligner que la souffrance n'est pas tout à fait négative. Okay? Il y a cet élément on a besoin de cette résistance du réel pour
changer. Et c'est ça qui nous permet de rendre compte et de mettre. Et on a aussi besoin de les mettre en commun. C'est ça qui change tout. C'est le fait de pouvoir lutter ensemble pour des meilleures conditions de travail, pour des meilleures conditions de santé physique et psychique, mentale. Donc, c'est ça que, en fait, est en jeu. C'est ça que ressort pas mal de nos discussions avec les gens qui se battent pour la syndicalisation. Donc, ça, la mise en commun permet de rendre compte de la dimension collective et de rendre compte aussi de la vraie mesure de cette souffrance, des souffrances pathologiques. De rendre compte que c'est pas mal. Si tout va bien, on peut juste aller prendre une bière et discuter du hockey, du football, whatever. Si les choses vont mal, on peut faire comme chez Eugen Systems en 2017, 2017, à la fin de 2017, c'est de discuter ce qui ne va pas et de se rendre compte qu'en fait, voilà, les patrons peuvent être envivables et ça peut être violent aussi de juste faire face à la réalité de ton propre emploi. Bon, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Un peu en écho avec ce qui a été dit tout à l'heure, je me posais la question des propriétés sociales et politiques des gens avec qui vous avez fait des interviews. S'ils étaient déjà très politisés ou pas. Et c'est quoi leur rapport en fait à la syndicalisation, mais peut-être en dehors de leur champ professionnel, leur rapport aux politiques de manière générale. Oui, bon, merci pour la question. En fait, j'ai pas caractérisé nos entrevues parce que j'ai sauté dessus de cette question de la politisation. En fait, ils sont très politisés. On voit que soit ici, soit en France et en Europe, ils ont une conscience de leur position sociale, de leur position dans l'économie politique des jeux vidéo, très, très, très pointue. En France, tu vois, les membres qui faisaient partie des STJV étaient, comme l'était décrit apparemment, ils étaient très politisés, très à gauche, vraiment, ils croient vraiment fort à ce projet de syndicalisation et dans syndicat anarcho-syndicaliste, vraiment en syndicat, une certaine forme de syndicat, pas du tout, qui n'est pas 100% aligné avec l'intersyndical, mais il n'a pas grand-chose contre la collaboration avec l'intersyndical non plus. Ici au Québec, c'est un peu différent. Je dirais que les gens, je ne peux pas généraliser non plus, mais je dirais que les gens se radicalisent au fur et à mesure qu'ils rencontrent des difficultés, des conditions de travail qui démontrent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui cloche. C'est peut-être pas le salaire, mais ça peut être juste l'harcèlement sexuel, la discrimination, tu vois, le ableism, toutes sortes de discriminations qui soulèvent un peu de la question, OK, tout le monde n'est pas traité de façon égale. Qu'est-ce qui se passe aussi avec les sous-traitants qui travaillent en Inde, par exemple? Est-ce qu'on peut les intégrer à notre syndicat? Est-ce qu'on peut les intégrer dans nos luttes? On peut le faire venir avec nous dans ce processus, ou est-ce que ils sont complètement écartés à cause de l'organisation même du travail? C'est ça, en fait, on est là pour les écouter cette phase-là. Ils développent vraiment un discours très intéressant qui vaut vraiment la peine d'analyser, pas juste comme distancé en traitant comme objet, mais en fait d'écouter ce qui ressort comme des échos des conditions sociales même du travail à l'ère contemporaine et surtout en ère de l'introduction des technologies un peu aliénantes un peu partout. Voilà.